à tort de condamner ce que fait Israël en ce moment en Irak. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça, les mecs. Olivier Faure a condamné l'attaque israélienne. Olivier Faure. C'est peut-être pas... wesh. Il est peut-être pas à jeter quand même, Olivier Faure, je sais pas. Hein. Non. Ce qui est condamnable, c'est la volonté de l'Iran de se procurer l'arme nucléaire en disant concomitamment qu'elle en ferait usage contre l'État d'Israël, avec la volonté de le vitrifier, Il l'a dit. de constituer une menace pour plusieurs pays du Proche et du Moyen-Orient, je pense notamment aussi à l'Arabie Saoudite. C'est ça qui est condamnable. Après, il y a le droit international et il y a la manière avec laquelle cette menace est circonscrite et neutralisée. Israël a estimé, et d'ailleurs les chancelleries occidentales, à commencer par la France, a estimé que c'est une frappe préventive pour se prémunir de ce danger existentiel. Je crois que c'est le cas. Voilà, je crois que c'est le Mais cas. ça va plus loin parce que là, aujourd'hui, on a assisté Je en crois direct. carrément. Tsahal bombarde la télé d'État iranienne à Téhéran, bombarde des ministères, des sites économiques. Là, c'est plus la menace nucléaire. On a l'impression qu'Israël veut déstabiliser le régime. Donc veut aller plus loin simplement de la destruction de l'arsenal nucléaire. Et qui se plaindrait de la déstabilisation du régime des Mollahs ? On a tous manifesté ces derniers temps autour du slogan Femme, vie, liberté. On a tous pointé le rôle des proxys iraniens, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas, les milices en Syrie ou en Irak. Il y a en effet une menace que représente l'Iran. Mais je le dis, je préférais que cela se règle par d'autres voies, qui sont celles de la diplomatie, de la négociation. Tout le monde le préférerait. Mais encore faut-il avoir des interlocuteurs qui y sont disposés. Comme Alain Duhamel, je suis capable de distinguer d'un côté, s'agissant d'Israël, son enjeu existentiel Putain, il prend qui tellement est de menacé par pincettes. l'Iran, de sa politique à Gaza, qui, elle, est inexcusable. Voilà, je continue à le dire avec la même fermeté, parce que là, il n'y a pas d'enjeu existentiel qui se noue dans l'ampleur des bombardements et des massacres qui ont lieu actuellement à Gaza. Et donc, le discours de nuance qu'il faut avoir dans la période, c'est être capable de distinguer les deux fronts qui ont été ouverts. Mais on peut faire tomber un régime par des missiles ? Que les guerres aient mis à bas des régimes, et notamment des régimes totalitaires, ça ne serait pas la première fois. Bon, maintenant, en ce qui me concerne en tout cas, autant je comprends que dans une situation dont les spécialistes disaient qu'elle devenait extraordinairement dangereuse de mise au point de l'arme nucléaire, dans une situation où, apparemment, d'après ce que disent les spécialistes, l'Iran ne respectait pas les procédures de contrôle sur le développement de sa force atomique, dans la mesure où il y avait des négociations qui étaient entamées avec les États-Unis notamment et qui marquaient le pas. Dans cette mesure-là, ça ne me choque pas. En tout cas, je comprends qu'Israël ait pris cette initiative. Maintenant, autant je comprends qu'on prenne une initiative pour empêcher la mise au point et pire, l'utilisation éventuelle de l'arme nucléaire, autant je ne demanderais qu'une chose, c'est que le régime s'effondre, mais que ça n'est pas ni à nous ni à Israël de le faire s'effondrer. C'est aux Iraniens, évidemment. C'est aux Iraniens, ça par contre, je suis d'accord. Et je suis pas sûr qu'ils en... Mais vous voyez, les gars, genre Netanyahou, il souhaite la chute du régime des Mollahs, etc. Je veux bien. Mais ensuite, on sait même pas ce qui pourrait survenir après. Qu'est-ce qui pourrait venir après? Genre, imagine le prochain régime, il est encore pire. On n'en sait rien, tu vois. On sait pas. Mais en x2. Mais les gars, c'est un direct. On a les moyens, en x2. parce que c'est un régime pas simplement policier, c'est un régime d'oppression militaire quotidienne, on sait pas. Et que il n'est pas sûr que le peuple ait tout simplement les moyens de se débarrasser d'un régime dont on sait très bien qu'il est totalement Ouais, il veut juste le désordre, exactement, Eddy. Est-ce qu'on peut à la fois,
dénoncer Benyamin Netanyahou sur ce qu'il fait sur Gaza, avec des mots parfois très durs, et en même temps le soutenir lorsqu'il s'attaque à l'Iran. C'est quand même une position c'est ce que j'ai essayé équilibrée, certes, mais un peu c'est ce que j'ai essayé difficile quand même. d'expliquer tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est une forme de nuance, mais en tous les cas, c'est une forme de discernement. Enfin, c'est le même homme qui mène. What? L'Iran annonce des frappes sur Israël sans interruption jusqu'à l'aube. Mais non. Ouais, pourquoi il y a le multiplex de Canal+, là? C'est de guerre. Je sais bien. What? Cet homme Et c'est un gouvernement que vous allez taxer d'extrême droite et que vous combattez. et que je combats matin, midi et soir. D'abord, avant même le 7 C'est quoi ce lien, octobre, Alex? pour ses dérives illibérales. Et après un temps de légitime défense qui a été reconnu par tout le monde, de la disproportion et l'ampleur des bombardements et des massacres qui ont lieu aujourd'hui à Gaza. Mais il s'avère que dans le même temps, il y a un affaiblissement de l'influence iranienne dans la région et que Israël, manifestement... Oh, intéressant ça. Selon les médias occidentaux, 2 avions cargo géants se dirigeaient de Chine vers l'Iran avant d'entrer dans l'espace aérien iranien. Ils ont désactivé leur radar de suivi. On soupçonne qu'ils transportaient du matériel militaire pour les Iraniens, je suppose. Mais est-ce que c'est vrai, genre? C'est ça le truc, c'est que moi je fais attention à ces... Je fais attention aux médias, moi, les mecs. Hein. Attention à ce que vous voyez sur Internet. Hein. A saisi cette opportunité pour pouvoir aussi régler, et disons-le, sous le regard, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie, parce que beaucoup de pays, qu'il s'agisse du Moyen-Orient, je parlais tout à l'heure de l'Arabie Saoudite, je pourrais parler aussi de la Turquie, et de pays occidentaux. J'ai jamais compris pourquoi les États annoncent leur bombardement. Ben, en gros, ils annoncent ça, les gars, c'est pour... En fait, partez du principe que l'Iran veut protéger les civils israéliens de la guerre et qu'ils veulent faire bonne figure auprès de l'ONU, des instances. Parce qu'il faut savoir que quand un pays agresse, ben, le pays qui se fait agresser a le droit de se défendre, les mecs. Ils se défendent dans les lois de la guerre, ils essaient d'éviter les civils, et du coup ils préviennent. Tu vois, c'est pour se donner une bonne figure, on va dire ça comme ça. Se rendre compte d'une certaine manière que c'est une grosse épine qui serait enlevée dans le pied de la stabilité internationale. C'est douloureux, c'est coûteux, mais encore une fois, normalement ça se régule par d'autres canaux. Mais quand on a l'intransigeance iranienne de cette nature, il y a pas tellement d'issue. On pourrait même aller dire qu'il y a des pays arabes qui seraient finalement dans cette histoire alliés d'Israël, sans le dire bien entendu. Non, mais qui seraient bénéficiaires, en tout cas si ça se produit, et qui souhaitent certainement que, effectivement, l'Iran des ayatollahs ne possède pas l'arme atomique, qui serait, bien entendu, d'abord plus que périlleuse. Je suis en train de regarder un peu le stream d'Hassanabi pour voir s'il y a un... Ouais, ils sont dans le direct, là. Il y en a la caméra sur Haïfa, il n'y a pas de missile encore, et Tel Aviv, pareil. Je pense, les amis, que je vais peut-être reporter Dark. Hein. Je sais pas comment la nuit, elle va se dérouler, mais... Vous allez peut-être m'en vouloir, putain de merde. Aïe, 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 aïe. Pour Israël, mais qu'il ça serait va être aussi une priorité pour au tous direct. les régimes, en particulier les régimes sunnites. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose ce soir, les gars. Dans la région, ils sont nombreux que les ayatollahs menacent en permanence. Je suis désolé, c'est le breaking news en first. Ouais. Le régime iranien, il subit aussi la conséquence de ce qu'il n'a cessé de dire. C'est-à-dire qu'il a toujours menacé tout le monde de destruction. Ça n'a pas été inventé, c'est lui qui le disait. Attendons de voir les événements, les mecs. Ces images, on les reçoit en direct. Ce sont des images du bâtiment de la télé iranienne qui est en feu. Bâtiment de la télé iranienne qui a été frappé, télévision d'État, qui a été frappé à plusieurs reprises aujourd'hui par Israël, puisque pour Israël maintenant, il s'agit de couper la propagande du gouvernement iranien, et dans ces cas-là, c'est bien évidemment la télé d'État que l'on vise. Alors, selon les autorités, la télé qui a été touchée aurait repris la diffusion de ces programmes. Sûrement d'autres studios en secours. Oui, ils s'en prennent à la télévision comme symbole du pouvoir et comme source de propagande. Bon, mais comme ils s'en prennent aussi aux principaux responsables de l'armée. Moi, je suis désolé, les gars, quand ils parlent de propagande, moi, je sais pas. J'ai les oreilles qui sifflent. Mec, sur I24 News, sur les médias israéliens, je suis désolé, c'est des dingueries ce qu'ils disent aussi à la télé, les mecs. Hein. On a entendu à travers les quotidiens, etc., qui reprennent des extraits de la télévision israélienne. C'est des folies ce qu'on entend à la télé. Hein.
Moi, je veux bien qu'on critique le régime iranien. Moi, je veux bien que la télévision d'État, la journaliste, elle doit respecter des règles, elle doit lire les communiqués lancés par les mollahs, etc., au mot près. Mais croyez pas que la télévision israélienne, elle est toute blanche aussi, hein. C'est ça qui me rend ouf. La propagande est des deux côtés, les mecs. Merci le chat, vous avez compris, vous voyez ce que je veux dire. J'aime pas ce récit-là, monsieur Duhamel, ce que tu nous racontes, j'aime pas. C'est des deux côtés, gros. Iranienne, des gardiens de la révolution, des services secrets, etc. Ça, c'est bon, c'est la logique d'une opération de ce genre. Dans tous les cas, ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient, fracture la gauche. Et le dernier épisode en date, vous qui appeliez tout à l'heure peut-être à la nuance ou à la retenue, vous n'avez pas été dans la nuance et dans la retenue lorsque vous avez parlé de la France insoumise, et en particulier de Jean-Luc Mélenchon. Ça va être la deuxième partie de ce débat, il suffit de vous réécouter, Jean-Luc. Salopard antisémite. Quand je dis à Jean-Luc Mélenchon qu'il n'est pas possible et souhaitable de défendre la revendication de la Palestine, de la mer à la rivière, je défends la position historique des socialistes, et qu'à ce moment-là, je deviens le sioniste génocidaire pour Jean-Luc Mélenchon et les siens, et que j'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès, que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite, avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Alors nous devons avoir cette nuance. Ne vendons pas notre âme aujourd'hui au nom de ces huées fanatiques. Il n'est plus possible, d'une manière ou d'une autre, d'avoir la moindre point de contact avec ceux aujourd'hui qui abîment la gauche. Oh là 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 là, c'est vraiment la commedia dell'arte ce mec. Hein. Salopard antisémite, Alain Duhamel, il a eu raison d'employer cette expression. Écoutez, je ne vais pas vous raconter d'histoire, ce ne sont pas des termes que personnellement j'aurais employés, et vous vous en doutez d'ailleurs. Maintenant, je connais très bien l'histoire de Jérôme Gued et de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont été très proches, ils ont eu beaucoup d'admiration réciproque l'un pour l'autre. Jean-Luc Mélenchon, le premier, a tenu à propos de Jérôme Gued d'utiliser lui-même des termes qui étaient des termes non seulement insultants, mais en plus inintelligents, ce qui est relativement rare quand même chez Jean-Luc Mélenchon. Et par ailleurs, il y a effectivement une profonde divergence politique à propos d'Israël. Alors la divergence politique, elle est parfaitement légitime. Les attaques personnelles, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui a commencé, elles sont illégitimes. Et les mots de Jérôme Guege, c'était les mots de quelqu'un de blessé qui ont pris d'autant plus de retentissement qu'ils ont brusquement réveillé un congrès qui sommeillait, et que c'est probablement le seul moment où on a vu un enthousiasme naturel et spontané se manifester. Il n'y a pas eu que des applaudissements quand même. Hein. Bon, c'est la première fois que je m'exprime depuis ce samedi après-midi. Je vais exprimer un regret. C'est celui d'avoir utilisé ce terme de salopard, parce qu'il n'est pas conforme à la conception que j'ai du débat politique. Et puis surtout, il vous est venu comme ça ou vous l'aviez prévu? Non, il est venu comme ça dans... Ah, c'est trop facile de s'excuser. Hein. T'avais le maire de Saint-Ouen qui avait dit qu'on va les défoncer. Il avait utilisé ce terme. Et là, maintenant, il rétropédale. C'est trop facile de rétropédaler. Ça y est, toi aussi. C'est vraiment des gros nazes, ces mecs. Hein. L'emportement de ce moment-là, et dans cette nécessité aussi de secouer, là où je voyais poindre une forme d'inertie, parce que le cœur du débat était de savoir est-ce qu'on pouvait continuer à avoir des relations avec la France. Donc vous regrettez ces propos? Non, je regrette le terme de salopard, et en plus, il n'était pas utile, c'est une forme de pléonasme. Antisémite suffisait. Voilà. Donc vous ne regrettez pas le terme d'antisémite pour qualifier Jean-Luc Mélenchon? Parce que c'est pas que des propos... Pardon, Jean-Luc Mélenchon est antisémite. Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques mois, a pris la plume, et c'est un lettré ciselé, pour écrire un texte sur son blog, dans lequel, pour contester une position qui était la mienne sur le conflit israélo-palestinien, a considéré que dans mes couinements, venus de mon milieu de fanatisme, il était amusant de me voir s'agiter autour du piquet où me retient la laisse de mes adhésions. Vous voyez, ces mots, je les connais par cœur. Parce que ces mots-là, pour la première fois de ma vie, venant de cet homme, en effet, avec lequel j'ai milité pendant longtemps, nous avons rompu en 2008, j'ai vu là, pour la première fois, l'expression délibérée d'un propos antisémite. Et l'argument selon lequel... Il s'est juste fait cook par les mots de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est antisémite, ça. Et les gars, j'ai envie de mettre le mot
je le mets sur ChatGPT, même si c'est pas une source fiable, et je lui pose la question, est-ce que c'est antisémite, oui ou non? On ne peut pas devenir antisémite passer un certain âge, ne tient pas. Quand on décide d'utiliser ces mots, d'essentialiser, c'est la première fois dans ma vie politique que on m'a renvoyé non pas au rôle d'être un député, d'être un socialiste, on m'a dit tu parles ainsi parce que tu es juif. Et quel était le cœur du reproche? Était justement de tenir une position de nuance. Je suis un défenseur de la solution à deux États. Je suis un critique, on l'a évoqué, irrésolu de Benyamin Netanyahou, de Smotrich, de Ben Gvir. Quand ils viennent à Paris, je vais manifester contre eux. Je suis pour la libération des otages. Je suis pour la protection des civils palestiniens, ce qui me fait parfois être pris à partie par des soutiens en France de Benyamin Netanyahou. J'essaye de tenir cette position de nuance matin, midi et soir. Et parce que je commettrais le crime de lèse-majesté que de dire c'était le point de départ et ce qui a justifié ce post de blog l'année dernière, quand j'ai dit mais attention, quand vous avez un slogan de la Palestine de la mer à la rivière, alors qu'est-ce que vous faites de l'État d'Israël? Qu'est-ce que vous faites de cette solution à deux États qui est celle qui anime la gauche depuis le discours de Mitterrand à la Knesset en 1982? Donc oui, j'ai dit devant ce congrès à ce moment-là qu'il ne s'agissait pas d'être dans la surenchère, d'être dans le mimétisme de cette brutalisation du débat politique porté par Jean-Luc Mélenchon. Et je l'ai dit devant le congrès des socialistes parce que je sens ce flottement, je sens cette ambiguïté, je sens ce flou permanent, et d'ailleurs confirmé de déclaration en déclaration par le premier secrétaire du Parti socialiste, qui d'une certaine manière dit « Ok, il y a peut-être un problème, mais on va regarder ailleurs. Il y a peut-être une difficulté, mais on va pas en faire un motif de fracture à l'intérieur de la gauche quand le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Mais la politique, ça commence par des valeurs. Ça commence par une exigence première. Voilà, vous savez, Dreyfus, en 1998, il a perdu une élection parce qu'il a d'abord été un des premiers défenseurs du capitaine Dreyfus. Et à gauche, on n'oublie jamais que ça commence par les valeurs. Et que la question de la lutte contre le racisme, la question de la République, la question de la lutte contre l'antisémitisme, la question de la laïcité, la question de l'universalisme, ce ne sont pas des points qui sont négociables à gauche. Ce ne sont pas des points sur lesquels on peut se dire, oui, mais bon, à gauche, on peut se pouiller la tête sur un taux de TVA, sur le nucléaire, sur un niveau de nationalisation. Les gars, vous pensez qu'il va gagner des points ou pas? Soyons factuels, les mecs. Là, depuis tout à l'heure, il est en train de dérouler. Il a fait son meeting ce week-end aussi à Nancy, je crois. Je sais plus c'est quoi comme ville. Ou en Meurthe-et-Moselle. Je sais plus c'est quoi le nom de la ville. Bref, j'ai l'impression qu'il... Vous pensez qu'il a pas gagné des points? Non, non. Et le... Oui, vous pensez... Ah, il y en a un. Il y a deux personnes. Genre Captain MJ, il y a deux personnes. Non, parce que là, le déroulé, il bégaye même pas, wesh. Il est même pas... Après, là, Jérôme Guedj, sans le faire le suceur, les mecs. Hein, sans faire le suceur, pardon. Il a une belle éloquence, tu vois, contrairement à moi. Tu vois, il arrive à mouler ses phrases correctement. Il ne bafouille pas. C'est audible. Je sais pas si c'est crédible, mais au moins c'est audible. Franchement, on verra dans les prochains jours. On verra dans les prochains jours comment ça va se passer pour le PS. Je vous rappelle que l'année prochaine, c'est les municipales. Il faudra voir le nombre de maires PS sur la carte de la France l'année prochaine. Évidemment, on va suivre ça, les mecs. Hein, on va suivre ça de près. Mais j'ai hâte. J'ai l'impression que l'année prochaine, ça va être très violent aussi, les campagnes municipales. Présidentielles, ça va être très violent. Mais municipales, faudra s'accrocher. Faudra s'accrocher, les mecs. Mais le cadre commun dans lequel on peut dérouler la dispute apaisée, c'est ce cadre républicain. C'est ce cadre dans lequel il n'y a aucune complaisance avec l'antisémitisme. Et je suis meurtri encore de le dire ici, comme je l'étais à la tribune du Congrès, de voir qu'aujourd'hui, cette complaisance, malheureusement, elle fracture la gauche parce que une partie d'entre eux considère que ce sujet, il n'est pas si grave. Moi, je ne supporte pas, et je le dis à Alain Duhamel, c'est pas un problème personnel que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon. C'est un problème qui devrait concerner toute la gauche. Parce que quand je suis pris à partie, comme je l'ai été par Jean-Luc Mélenchon, quand je me fais sortir de manifestations au slogan de sioniste, dégage, etc., c'est pas Jérôme Guedj qui est pris à partie. C'est le porte-parole du Parti socialiste. C'est le secrétaire national à la laïcité du Parti socialiste. C'est le député membre du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et donc, les socialistes, ils peuvent pas regarder ailleurs. Olivier Faure, il renvoie dos à dos. Hein. Oui, mais justement, alors que Olivier Faure renvoie à dos, je l'ai entendu ce matin, j'ai trouvé ça minable. Je vous le dis sincèrement. Minable ? J'ai trouvé ça minable. Parce que c'est une inversion accusatoire. C'est-à-dire que je suis vilipendé avec un texte antisémite par Jean-Luc Mélenchon. Et là, on dit non, ce n'est qu'un problème personnel. Ils ont qu'à régler ça au petit matin en faisant un duel. C'est une histoire d'amour qui termine mal. Non, c'est un problème
existentiel, ontologique pour l'ensemble des socialistes, de se dire que dans ce rapport avec le reste de la gauche, c'est pas dans la course à l'échalote qu'on se libérera, et c'est pas en tenant compte de ce qu'on appelle le candidaton mélenchoniste, et de se dire, en fonction de ce qu'ils vont tweeter, de ce qu'ils vont dire, alors il faut qu'on s'aligne sur eux. On sera fort, une gauche universaliste, républicaine, socialiste, à condition de s'affirmer dans notre propre identité, d'avoir notre propre projet, notre propre stratégie, et certainement pas de courir après les sirènes mélenchonistes. Bon, alors d'abord, quand Mélenchon il a écrit queenement, ouais, on voit qu'on a un queener, hein. Il queen beaucoup le poteau, hein, putain. En ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, vous le connaissez bien, je le connais un peu aussi. Il y a deux dimensions. Il y a Jean-Luc Mélenchon, stratège, qui, à mon avis, même si je ne suis pas du tout d'accord avec ses idées, tout le monde le sait, mais est le seul vrai stratège à gauche. Et puis, il y a Jean-Luc Mélenchon, le polémiste, qui est un polémiste en plus très contrôlé, parce que c'est un homme de plume, donc qui sait ce qu'il écrit. Disons que je préfère le stratège au polémiste. Bon. Ensuite, en ce qui concerne le Parti socialiste, vous avez tout à fait raison de dire que la question des valeurs, ça a toujours été, au fond, ça a toujours été la supériorité de la social-démocratie sur la gauche de rupture. Toujours. Et ça, je peux remonter jusqu'à 1848. Hein. C'est une constante. Ceux qui croient aux valeurs, au pluriel, ce sont d'abord ce qu'on appelle les sociodémocrates, quel que soit leur nom sous les périodes successives. Et pour eux, c'est légitime, là je trouve que vous avez raison, de dire que sur ces valeurs-là, il ne doit pas y avoir de compromission. Maintenant, en ce qui concerne le Parti socialiste lui-même, quand on regarde la façon dont s'est passé le Congrès, moi, je demande qu'une chose, hein, c'est qu'il y ait une social-démocratie solide, ambitieuse, organisée, et avec des idées. On y travaille. Mais, oui, je sais pas, vous y travaillez sûrement. Mais il y a besoin de cette clarté. Ardemment, mais on ne voit pas du tout les résultats. Et aujourd'hui, le Parti socialiste, c'est un parti qui n'a pas de présidentiable, qui n'a pas de programme. Le seul vrai programme auquel il s'est rattaché, c'était celui de la NUPES. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je vous dis... Non, mais attendez, je te réponds un peu. On lance un débat sur la gauche. Sur le programme de la NUPES, qui était un programme que moi j'ai toujours trouvé absurde, mais que je trouve absurde que les socialistes, les sociodémocrates ne l'aient pas trouvé absurde au moment où ils ont passé leurs accords. Donc, pas de présidentiable, pas de programme, pas beaucoup de militants, on peut le dire. Et de moins en moins d'électeurs. C'est une coquille vide. En tout cas, dans cette phase-là. Aïe, c'est une coquille vide, le PS. Socialiste... Wesh, doucement, Jamel, doucement. Il va mourir, là, le poteau gage, là. Il y a trop de balles, là. Wesh, mon gars. C'est un parti à reconstruire de A à Z. De A à Z. Et encore faut-il avoir les hommes pour ça. Merci, Jérôme Gage. Merci, Alain Duhamel. Oh, la grimace qu'il a fait à la fin. Putain, il s'est fait cook, hein. Il s'est fait cook. C'est mérité, mon gars, c'est mérité.